Analyse du message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo. Avec moi, M. Albert Mandjoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, le professeur Grégoire Lefoba, vous êtes philosophe, et puis Clovis Hassan Bouzir, de la société civile. Cher monsieur, avec un seul hôpital général en 1960, notre pays dispose à l'heure actuelle de 8 formations sanitaires de même niveau. La construction en cours des 12 hôpitaux généraux et de l'hôpital central des armées magnifie la volonté renouvelée tout au long des 6 décennies de notre indépendance de doter notre pays des structures de soins efficaces qui améliorent régulièrement les performances de notre système sanitaire, dit Denis Sassou Nguesso. Croyez-vous que l'offre de santé actuelle en République du Congo est compétitive face à ses voisins immédiats? Non, je voulais sur quelque chose, une chose qui a été dite par Bouzir, en 2 minutes. Alors. En 2 minutes, même une seconde. Ni mon collègue qui est à votre droite, ni moi-même, nous ne sommes ni témoins à charge, ni à décharge. On fait une analyse. Et si l'on prend le test du président lui-même, il a fait lui-même une analyse comparative. Il parle de la colonisation en 80 années. Voilà le nombre de kilomètres que nous avons eu. Et en 60, c'est que nous avons eu. Je ne peux pas me satisfaire d'une situation de tourner en rond. Ce n'est pas possible, humainement. Le progrès dont nous parlons, cumulatif, parce qu'il faut qu'une pierre passe sur une autre. Donc, on est tout à fait d'accord pour éviter de faire le populisme ici. Moi, je vais dire une chose par rapport au progrès sur le système sanitaire, comme aussi le système scolaire. Moi, je pense que là, ça va heurter notre collègue Bouzir. En 1972, nous n'étions peut-être pas 2 millions. Et l'offre de santé, je crois que, bon, peut-être que j'étais jeune, je ne tombais pas assez malade. Après 50 ans, il y a beaucoup de pathologies qui arrivent, on peut bien surveiller. Je pense qu'il y a une régression quand même. C'est vrai que les hôpitaux sont construits, mais personne n'est satisfait. Hein? Moi, je ne suis pas satisfait. Mais comme il y a déjà des structures physiques, parce qu'avant, dans la zone nord, il n'y avait que l'hôpital de Ouanda, le 31G. C'est pour cette raison qu'il faut faire un distinguo entre ce qui est physique, ce qui est fait le matériel, et les hommes qui doivent accompagner ce matériel. Et je pense que c'est important qu'on ait eu des hôpitaux. Mais s'ils doivent rester dans la forêt, comme les stades, mais qu'est-ce qui accompagne ces infrastructures? C'est pour cette raison que celui qui a parlé ce matin, le doyen, là, nous célébrons le 60e anniversaire. Je pensais, quand on avait fait le 50e anniversaire, on a écrit des 4 tomes sur l'histoire générale du Congo. Le 4e tome, c'était le Congo et son avenir. Qu'est-ce que nous devrons faire en 50 ans? Ça, ce n'est pas forcément les politiques. Il faut certainement commettre une commission, indépendamment de positions, de postures politiques. Qu'est-ce que nous voulons en 50 ans? Ce n'est pas simplement dire que le Congo va être émergent en 25 ans. On va émerger de quoi? D'où? Bon, maintenant, en 50 ans. Si le président n'avait pas dit qu'en 80 années, les Français qui étaient là, il faut les nommer quand même. Ils n'ont pas fait de route. Mais ça permet quand même de dire que si on est sérieux nous-mêmes, on peut faire beaucoup de choses. Mais quel est maintenant le projet pour 60 ans? Même pays ne se gère pas. En 5 ans, il faut une loi. C'est-à-dire qu'en 60 ans, tout le monde tombe d'accord. On peut même faire un référendum que nous devons, par exemple, comme a dit mon jeune frère, pourquoi ne pas prendre même une loi que pour les 5 ans, là, chaque année à Brazzaville, ou bien pour les 5 ans, 100 km de goudron. Mais il y a une vision. Si vous ne faites pas, on peut vérifier. Donc, moi, je crois que bon, pour la santé... Nous avons reculé. Voilà. Enfin, vous voyez l'hôpital général. C'est comme quand vous allez... Dès que vous êtes dans la parcelle, dans la cour, là, mais vous sentez l'odeur létale, ça veut dire que vous arrivez à la mort. Psychologiquement, parce que la santé, ce n'est pas que soigner les gens. Il y a 30% de la psychologie de l'individu pour être Je pense qu'il y a une régression. Est-ce que vous pensez que l'offre de santé du Congo actuellement serait compétitive face déjà à ses voisins immédiats, monsieur le directeur? Non, je pense pas. Je pense pas. Ça, là, il peut être, je pense, assez catégorique. Dire,
il s'agit d'ailleurs, il faut pas dorer la pilule, il faut pas. On voit, on connaît la réalité de notre pays en matière de santé. Nous voyons ce balai de corbillard chaque matin qui se rue vers les cimetières en portant 2, 3, 4 corps. Ça veut dire qu'il y a quelque part quand même un signe que nous n'avons pas encore pu freiner certaines des pathologies qui nous entraînent à la mort. Nous n'avons pas pu les soigner. Et pourtant, justement, en termes de formation de cadres, en termes d'infrastructures, justement, on dirait que le nombre ne compense pas la qualité. C'est pas parce que nous avons 8 hôpitaux du standard du CHU c'est pas parce que nous en avons 12, que finalement nous avons un standard de qualité, le CHU pour d'autres pays. La France, qui est notre référence obligée par certains moments, ce serait un hôpital de province, sans doute là, celui du CHU. Mais aller dans une province française avec un hôpital de ce genre, entrez-y et voyez comment d'abord vous y êtes accueillis, comment est-ce que vous êtes soigné, comment est-ce que vous en ressortez, et entrez ici au CHU avec un simple palu, et vous verrez. Donc, comme a dit le professeur, la santé, c'est aussi la santé mentale. Et là, c'est comme si nos soignants avaient oublié que leur serment, c'était aussi de bien accueillir le malade. Et pourtant, j'ai vu un slogan là au CHU disant l'accueil du malade fait partie, je sais pas, du protocole de guérison ou je sais pas quoi, mais ça sont des slogans. Et nous n'avons jamais pu mettre de la substance à ce genre de démarche. Et excusez-moi, je vais terminer par là, mais nous parlons d'infrastructure, mais c'est un problème d'ensemble. J'ai eu à un moment l'impression que le Congo se contentait de la forme. C'est-à-dire que le FMI vous dit, il vous faut un conseil économique et social, il faut un conseil des droits de l'homme, il faut un conseil de lutte de ceci, de lutte de cela. Eh bien, vous les mettez, c'est comme des casiers, vous remplissez, donc comme vous remplissez, voilà, nous avons maintenant notre conseil de ceci, de cela. Et puis, après, le reste, qu'est-ce qu'ils font? À quel résultat aboutit-on? Comment est-ce que le public reçoit leur activité? Ça ne compte pas. Mais aux yeux des bailleurs de fonds ou de la communauté internationale, nous sommes fiers de dire, nous comptons 12 hôpitaux, 8 en construction ou je sais pas quoi. Donc, c'est un peu vicieux. Je veux dire, se contenter du chiffre ou de la forme et pas de l'efficacité. Et là, nous retombons encore sur les infrastructures. Donc, route Brazzaville-Pointe-Noire, ok, elle est merveilleuse. Si on dit le contraire, c'est de mauvaise foi. Mais maintenant, est-ce qu'il est assuré une pérennité d'entretien à cette route-là? Oui, il y a une commission, une société, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où est-ce que ces choses-là ont été, pensées pour faire en sorte que quand il y aura une autre route, autre que la dorsale dont parlait le professeur, eh bien celle-là sera plus dure. Dans la santé et les infrastructures sanitaires, Claude Bouzia. Bon, enfin, une fois de plus, nous sommes tous d'accord sur ce plan, parce que, bon, souvent, ça fait mal. On rit parce qu'il faut rire, mais la situation sanitaire du pays fait beaucoup mal, fait beaucoup pitié. Et les dirigeants en sont conscients. Même si on fait lire au président des choses pour lesquelles ceux qui ont écrit sont conscients que c'est faux, c'est pas grave. L'essentiel, ils ont écrit, mais c'est humiliant pour le pays. Humiliant pour le pays parce que leur conscience sait très bien que c'est un chaos. La preuve, personne d'entre eux ne se soigne dans ces hôpitaux. Personne d'entre eux, vous ne pouvez, mettez-vous au CHU pendant un mois, vous ne verrez jamais un enfant de ces dirigeants au CHU. Jamais. Par malheur, si là au Congo, la même nuit, on prenait jet privé Paris. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont foutu la merde en matière de santé. À cause de ça, ils font semblant de dire qu'on construit. Mais attends, le grand problème du pays aujourd'hui, c'est un problème de ressources humaines. Vous savez combien le Congo en a formé? Beaucoup. Mais ils sont où? Je les vois à Paris. Tu arrives dans un hôpital en France, tu vois docteur intel. Congolais, tu vois le nom. Ça, c'est un Congolais. Mais payé, soutenu financièrement toutes ces études avec la bourse, avec dans l'internat congolais, tout soutenu par le Congo. Dès qu'il a eu son doctorat,
qu'il va aller faire en front, il ne revient plus. Parce que nous n'avons pas mis en place des mesures, des lois pour protéger. Parce que ailleurs, quand vous avez formé un cadre, il faut au moins 5 ans, 10 ans de travail avant d'aller ailleurs. On ne l'a pas fait. Deuxième élément, on n'a pas mis en place des mesures attractives qui puissent permettre à ces médecins de revenir. Je leur donne raison, même moi à leur place. Je reviendrai faire quoi ici quand je sais que celui qui n'a même pas mon métier, qui n'a même pas ma valeur, est mieux payé que moi qui ai fait des études pour soigner les malades. L'autre élément, voyez la formation qu'il y a à Lukabu, ce n'est plus une formation. Et les professeurs, je parle devant un professeur d'université, il sait comment ça se passe. Les gens cotisent de l'argent les élèves pour avoir les épreuves. Ceux qui sont à Lukabu, rares sont ceux qui ont la compétence pour réellement être là-bas. On sait déjà comment ils ont fait pour avoir ce concours. Chacun l'achète. On sait comment ça se passe. On sait comment ils font pour passer de la première année à la troisième année. Et après, les cobayes, ce sont les gens qui sont au CHU qu'il faut utiliser. Et c'est ça qui explique la catastrophe que nous voyons. Parce que les vrais médecins ne viennent presque plus. Ce sont les internes, ce sont les stagiaires. On trouve même des vétérinaires au CHU pour soigner les hommes. Donc, la situation de la santé est catastrophique. Vous pouvez imaginer que même quelqu'un, vous voyez les gens soulever un malade au dos jusqu'au 4e étage. C'est criminel. Aujourd'hui, vous voyez, avec la situation de la Covid, on vous dit non, l'argent, on achète le matériel, même les respirateurs ne fonctionnent pas. Ce qu'on a importé, ce qui vient d'arriver, ça, c'est pas opérationnel. C'est la pagaille. Mais comme le pays, on ne sanctionne pas. Voilà le mal, ça veut dire que chacun sait que ça, c'est ma parcelle d'autorité. Je suis chef et roi jusqu'à la fin. Tant que je ne quitte pas, je serai là, personne ne va m'interpeller. On vit ce qu'on vit. Nous allons avancer sur un tableau. Allez-y, je vous en prie, professeur. Allez-y. Allez-y. Attaquer ma corporation et que je sois... Je ne sais pas, je suis pas inspecteur de l'enseignement supérieur pour savoir ce qui se passe dans les facultés. Mais vous voyez ce qu'a dit notre frère tout à l'heure. Il faut pas prendre un phénomène, parce que c'est le seul pays. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que De Gaulle a fait? Il fallait une élite pour l'administration. Il fallait une élite pour l'enseignement. On a fait l'école normale renforcée. Le concours le plus difficile, c'était aller à l'école normale en France. Nous sont sortis les Juppé, les Fabius, vous connaissez mieux que moi. Donc, quand vous tapez au-dessus de l'université, nous n'avons pas d'académie des sciences. Il y a que l'université. Maintenant, s'il y a des petits malins, et c'est vrai, moi aussi, je ne peux pas dire non, mais là où on ne peut pas témoigner totalement, mais c'est vrai que ça peut exister, puisque entre le corrupteur et le corrompu, ils sont deux, il y a un qui doit parler certainement. Mais je ne crois pas, parce que nous avons la meilleure formation en médecine en Afrique centrale. Hein. Je suis voisin d'un pays, vous connaissez, par nos origines communes, vous et moi, mais vaut mieux aller te faire soigner à Brazzaville qu'aller à côté, à gauche de chez toi et chez moi. Mais ils s'en vont, professeur. Ils ne restent pas ici. Ils s'en vont. Et je ne pose pas de questions. Je sais que vous êtes conscient, vous n'êtes pas content du résultat de l'université Marien-Ngouabi. Quand j'arrive à l'université, professeur, si vous permettez. Mais vous avez le Tchad, vous avez le Burundi, vous avez le Burkina Faso, la RCA, qui envoyaient des étudiants officiellement. Ici, que ça soit à l'IDEL où je suis sorti, que ça soit à l'INSA, je crois, que ça soit à l'école d'enseignement supérieur, on recevait des étudiants des autres pays. Mais aujourd'hui, dites-moi, d'ailleurs, vous-même, vous n'envoyez plus vos enfants dans ces universités. Parce que vous êtes conscient que c'est foutu. Mais si ce que je dis est faux, dites-moi combien d'enfants vous appartenez ou fréquentent à l'université Marien-Ngouabi. Citez-moi parmi vous qui a un enfant là-bas. Enfin, les miens sont ici. Bon. Certains, quoi. Oh, heureusement que tu as... C'est pas un procès. Voilà. Puisque nous parlons d'enseignement supérieur, sur un tableau comparatif, Denis Sassou Nguesso, à propos de l'enseignement supérieur ou l'enseignement général, fait remarquer le progrès dans les capacités d'accueil actuellement au primaire, au collège et au lycée. Il ajoute à cela les infrastructures académiques, dont l'université de Kintele, qui n'a pas encore commencé avec ses premiers enseignements. Était-il opportun pour Denis Sassou Nguesso de citer Kintele, professeur? Oui, c'est opportun puisque les bâtiments sont là. Mais là, vous posez, d'ailleurs, le temps avec lequel vous introduisez ce sujet est tellement martial et important. Je crois que c'est là le goulot d'étranglement que nous avons, c'est l'enseignement. Parce que l'étude que le président a faite est comparative. Est-ce que vous prenez, parce que généralement, les générations qui sont passées pensent que leur temps était toujours le meilleur. Mais je vous assure, je prends mon collègue à témoin, en 63, quand
passé 2 concours. J'ai un cousin dans la famille qui a fait le concours pour aller à l'école normale et le concours de la douane. Il était admis aux 2, mais il n'a pas choisi d'aller en douane. Aujourd'hui, si vous êtes admis pour aller à l'école normale d'instituteur et aller en douane, je pense que même Bozir, qui est révolutionnaire, dira à son enfant d'aller en douane. Mais le problème que nous posons de l'éducation, il a raison. Certainement, il faut amplifier le système de l'enseignement supérieur. Nous sommes à peu près 4 millions, on peut soit la Norvège ou la Suède. Mais écoutez, en 70, 72, nous étions, pour être candidats, les candidats au bac, c'était autour de 2410. Aujourd'hui, nous sommes à près de 60 000. Qui ordonne la création des écoles? Quand j'étais en responsabilité, je pense que le ministre avait même le droit d'ouvrir un collège. Mais aujourd'hui, il y a un grand désordre. Parce que la carte scolaire n'est pas respectée. Et conséquence, c'est qu'il y a des domaines, il y a un fondo dans la Likuala, il y a des endroits, même à Makwa, il manque cruellement de professeurs. Pourtant, on en fait. Mais puisque chaque personne, moi j'ai fait la politique, j'ai été un élu. On dit souvent, la légende, la métaphore, c'est 4 murs, un toit. Mais l'école, ce n'est pas 4 murs, un toit. C'est dangereux. Parce que la carte scolaire n'est pas respectée. Et Bozir avait raison. Tout ce que nous a enseigné, notre génération, ils sortaient de l'école normale supérieure. Mais je vous assure, tous ceux qui sont partis à l'étranger, je pense qu'il y a eu très peu de déchets. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça a changé, mais le fait d'avoir 100 élèves dans une classe de terminale, vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? Parce que la carte scolaire est défectueuse. Prenez le cas de Makwa. Makwa est un grand internat qui peut prendre 813 enfants. Vous créez un lycée à Etumbi. Vous créez un lycée à Foroussé. Vous créez un autre à Oyo, à Bunji, à Evo. Mais pour combien de collèges pour alimenter ces lycées? Et c'est un grand problème, la carte scolaire. Mais là, après, d'abord, il y a aussi les établissements privés. Mais l'école, ce n'est pas un bâtiment sans cours scolaire. Mais ça crée même, les enfants peuvent devenir fous parce qu'il faut l'horizon pour faire des études. Et là, il faut vraiment que le Conseil national de l'enseignement prenne cette responsabilité de ne plus donner l'autorisation de créer des écoles comme on le veut. Donc, pour vous, professeur, Kintele, c'est opportun de le citer. Kintele, c'est opportun, c'est même très peu. Parce que vous voulez être émergent, non? Tous les pays émergents ont des académies de sciences. Donnons peut-être à Kintele cette vocation de faire la grande recherche, et même pour l'Afrique centrale. Parce que nous avons je vais 2 minutes. Nous avons la chance d'avoir 2 villes siamoises, Kinshasa et Brazzaville. Manque même de professeurs de mathématiques ou de physique ici. Ici, les professeurs de médecine sont bien appréciés à Kinshasa. Mais si nous avons une mutualisation, une coopération entre les deux, on ne peut pas manquer de professeurs. C'est puisque le même peut enseigner à la Gombe le matin, terminer son après-midi à Brazzaville. Donc, c'est une université qui a une vocation africaine. Et pour le Congo, certainement, il faut dispatcher un peu Pointe-Noire parce qu'il y a déjà 500 000 habitants et revenir au système d'internat pour accompagner les enfants et ne plus faire des lycées partout dans tout le pays. Mais c'est criminel. Monsieur le directeur. Je ne sais pas s'il était opportun de parler de l'université de Kintele. D'abord, d'un point de vue simplement anecdotique, disons, ça ne s'appelle pas université de Kintele, mais université Denis Sassou Nguesso. Et le président ne l'a pas dit. Le président n'a pas parlé de l'université qui porte son nom. Donc, c'est aussi une ambition sans doute. Mais c'est vrai, le professeur parle en enseignant à quelqu'un qui est au contact d'une réalité, j'allais dire, avec le monde de la pédagogie. Mais nous avons là créé, je crois, une structure qui va renforcer le déséquilibre dans notre pays et même l'inégalité des chances. Il a effleuré la question, mais comment ça se fait qu'à Makwa, il n'y ait pas une université, qu'à Ifondo, il n'y ait pas une université? Si c'est pas simplement pour créer des choses pour le plaisir de les créer, ben, il nous faut renforcer d'abord les capacités
le fonctionnement d'une université viable. C'est la structure en soi n'est pas tout. Encore que là aussi, un petit détail anecdotique, vu la menace que l'érosion exerce sur le futur de cette université géante, je me demande si vraiment elle va fonctionner à pleine capacité. Professeur, vous dites nous pouvons fonctionner en synergie avec nos voisins. Oui, d'accord, mais une université, c'est pas seulement, et c'est vous-même qui l'avez dit, des murs et pour que les étudiants de Kinshasa aient envie de traverser, ou les professeurs de Brazzaville aient envie d'aller enseigner à Kinshasa, il faut d'abord qu'ils soient porteurs d'une capacité, qu'il y ait une attraction, un attrait aussi à aller, un intérêt à faire en sorte que, que mon fils aille étudier au Cameroun plutôt que, je sais pas, que à Mariengouabi, etc. Est-ce que nous posons les conditions, est-ce que nous créons les conditions de cette attractivité? Moi, je suis effaré. Il m'arrive de donner des cours en STC, mais lorsque vous lisez les copies des jeunes qui sont en 3e année d'université, on se dit, mais encore une fois, il a tout dit, je lui emprunte beaucoup de choses, mais nous n'étions pas les meilleurs, c'est vrai, mais vous étiez mieux. Ça me gêne un peu de le dire, parce que on se dit, mais ça c'était, je veux dire, le niveau de quelqu'un qui avait, je sais pas, la 3e, la 2e, la 1re, pas l'université. Et donc ça veut dire qu'il y a eu quelque part des ratés, il y a eu des trous dans les cases que nous devions cocher, que nous avons survolé allègrement par manque de conscience, par incivisme, par, je veux dire, et là, je m'excuse, mais M. Boziré a peut-être mis le doigt sur certaines des choses, effectivement, certaines des pratiques. Vous savez, la pratique des notes qui se donnent comme ça, parce que, bon, voilà, vous êtes X, vous êtes Y. Donc ça, c'est un problème. Donc, citer Kintélé, oui, mais sauf à dire que Kintélé est plutôt un défi pour nous, et pas absolument un signe d'avancée absolue que Kintélé est encore à faire. Au point de vue des bâtiments, d'ailleurs, je crois qu'une partie du matériel qui avait été posé là a été volé, et puis voilà, quoi. Donc, en fait, c'est scisif. En ce qui concerne l'éducation, ils ont déjà fait un peu tout ce qu'il fallait dire, mais la réalité, c'est celle-ci. Nous ne pouvons pas nous attendre aux meilleurs résultats de ces enfants que j'apprécie beaucoup, qui sont hyper intelligents, d'ailleurs plus que nous, je crois, que vos générations, par rapport aux conditions dans lesquelles ils étudient aujourd'hui. Ce sont des enfants très doués. Quand vous avez à l'école primaire, le ratio, je crois, c'est au plus 45 élèves pour un enseignant. Vous avez dans la salle 200 à 300 élèves, pas dans une zone reculée, en pleine capitale. Vous vous attendez à quoi pour un enseignant qui est un vacataire ou bien appelé volontaire, qu'on ne paye même pas? Et qu'est-ce que cet enseignant fait pour vivre? Mais il est obligé de coopérer avec ses enfants. Ces enfants aujourd'hui qui jouent avec l'Internet, qui blaguent avec tout, il n'a pas le temps d'étudier les leçons quand il sait qu'il se trouve dans une salle, il y a 200 élèves. Donc, vous ne pouvez pas attendre à mieux. Voilà pourquoi je dis que quand vous voulez détruire un pays, il faut détruire son éducation. Et quand vous avez dompté sur l'éducation, vous pouvez dompter sur le peuple à vie. Permettez que je termine. Non, j'arrive, oui, je vais y arriver, bien sûr. Je parle d'abord du fondamental. Parce que si aujourd'hui, à l'université, on reproche quelque chose aux enfants, c'est parce que eux, les dirigeants, c'est parce que les enseignants sont tous rentrés dans la danse du désordre ou bien du laisser aller. Ce qui ne permettent pas, surtout les enseignants pour leurs enfants, ils ne le permettent pas. Mais les enfants des autres, ils s'en foutent. L'essentiel est que pour eux, ils ont terminé leur cours, ils ont pointé, ils ont leurs heures après qu'on va payer. Le reste, ils s'en foutent. Quand vous arrivez même à l'université, les conditions dans lesquelles ces enfants fréquentent, il faut être un génie pour s'en sortir. Mais ils s'en sortent quand même parce que malgré cela, ils réussissent. Quant à l'université, à quoi ça sert l'université? Est-ce que c'est opportun de citer Kintélé dans le discours? Oui, mais c'est parce que pour moi, l'université existe, bien que moi, je ne suis pas d'accord avec cette université qui est trop grande. Les grandes choses, ça veut dire que vous mettez beaucoup de milliards. Rien que pour un investissement, après même dans le cadre organisationnel, parfois, le petit Mariengouabi, on n'arrive pas, c'est mort. Mariengouabi qui existe, vous n'avez pas pu, avec les doyens qui existaient, vous n'avez pas pu, c'est Denis Sassou Nguesso que vous allez réussir à faire monter. Je doute fort. Le grand problème du Congo, il faut tout revoir. Et je ne crois pas
que ceux qui nous dirigent actuellement, c'est-à-dire je parle de mon doyen qui est en face de moi, sont encore capables. Ils ont fait leur temps, chaque chose a son temps, il faut qu'ils laissent. Il y a des enfants intelligents qui peuvent faire mieux que eux. Laissez les générations qui arrivent. Vous avez 60 ans, vous êtes retraités, laissez les enfants prendre le relais, ils ont encore la capacité, une vision que vous n'avez plus. Ben oui, mais ça veut dire que vous tendez vers, ça veut dire que comme vous voyez, tous ceux qui dirigent sont des vieux. Vous avez fait votre temps, vous n'arrivez pas à laisser. Ça c'est très bien, il allume le débat. Non, je suis sincère, professeur. Non, vous êtes tellement sincère que vous pensez que la capacité, c'est par rapport à l'âge. Et ça, c'est un grave problème qu'on a connu, on a discuté avec vous ici, à ce studio. C'est justement le fait de dire aux jeunes gens, en 2015, pendant qu'on faisait le référendum constitutionnel, qu'on fait cette constitution pour permettre à la jeunesse. Non, la jeunesse doit d'abord étudier. Être jeune n'est pas une qualité, être vieux n'est pas un défaut. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête. Tous les pays qui ont commencé à faire ce petit jeu. Donc, bon, admettons, vous êtes mon jeune frère. Bon, Bozi, vous vous présentez. Qu'est-ce que vous savez faire? Bon, je n'ai pas fait la seconde. Moi, j'ai fait la seconde. Donc, on va vous voter parce que vous êtes jeune. Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Tous ceux qui s'exercent à ce petit jeu-là sont rattrapés. Bon, maintenant, on fait un concours pour être candidat. On va tous, puisqu'on est candidat. Vous avez 18 ans, vous êtes jeune, vous avez l'énergie. Moi, je n'ai plus d'énergie parce que je suis âgé, c'est moi que vous avez mis au monde. Quand vous faites, vous avez 15 fautes et moi, j'ai que demi-fautes. Donc, on va vous recruter pour gaspiller les gens parce que vous êtes jeune. Ça, ce discours-là est déjà dépassé. On a fait ça en 63. Vous connaissez les résultats. Donc, ce Congo-là a toujours été dirigé par les jeunes. Il avait quel âge quand il était président? Massamba Deba avait quel âge quand il était président? Le président Sassou avait 36 ans. Mais plus vous dirigez, plus vous avez un certain âge, il y a la tempérance. Et quand vous êtes vieux, vous avez réussi. Mais qu'est-ce que... Mais vieux... Non, vieux. On ne juge pas un pays par rapport à la jeunesse. Prenez De Gaulle, prenez Macron aujourd'hui, puisqu'on prend l'exemple que vous avez étudié là-bas. Le problème, ce n'est pas la jeunesse. Et ça, je pense que vous avez fait pour lancer un bon débat. Tous ceux qui ne valent, enfin, c'est pas ça, qui ne peuvent pas se réfugier derrière l'âge. Comme nous aussi, dès que vous commencez à parler, on dit que vous êtes jeune. C'est de tous les côtés. Être jeune, ce n'est pas un handicap. Être vieux, ce n'est pas un bonus pour faire quelque chose. Mais par contre, ce que le vieux a, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui devant toi, c'est que tu fais, j'ai fait ça à ton âge, tu n'as pas mon âge pour faire ce que je fais. Nous allons évoluer, c'est le dernier virage de ce décryptage de 60 ans d'indépendance du Congo. Les non-dits, les attentes des Congolais ou les projections, nous en avions sélectionné 2. Rien sur l'élection présidentielle de 2021. Est-ce pour dire que cette élection aura finalement lieu avec le fichier électoral actuel, quoique boudé par l'ensemble de l'opposition, monsieur le directeur? Il faut le craindre, j'allais dire. Il faut le craindre puisque nous n'avons pas de frémissement de ce point de vue-là, nous n'avons pas de signaux. En tout cas, nous annonçons que cette volonté d'organiser une élection dont tout le monde parle, sauf les acteurs principaux, d'ailleurs. Donc, cette élection, on se dit, le président Sassou, il est celui qui n'a jamais dit qu'il sera candidat, mais tout autour de lui, on dit, c'est notre candidat naturel. Et donc, ça veut dire qu'il est propulsé au devant de la scène, un peu malgré lui, comme qui dirait. Mais est-ce une bonne pratique, est-ce une bonne manière de faire les choses? Est-ce que nous avons là une partie de l'opposition qui a commencé à murmurer lorsqu'on a parlé de faire voter les militaires un peu par anticipation. Or, le vote est passé. Le vote est passé, en tout cas à l'Assemblée. Bon, ben voilà, donc comme lettre à la poste. Mais ça, c'est encore une autre poche j'allais dire de murmures, de frustration, pour reprendre le mot de Monsieur Boziré, pour les élections qui viennent. Peut-être aussi une inquiétude dans la transparence qui s'annonce et qui s'exige cette fois-ci plus qu'avant. Donc voilà, ce sont des interrogations. Je n'ai malheureusement pas de réponse précise sur cette question. Pour l'élection, avec le fichier électoral, vous dites... Oui, mais ça, il faut un consensus pour ces choses-là, parce que ça commence toujours sur des petites choses, après, c'est des problèmes, on n'arrive pas à résoudre.
on est pressé. Pourquoi? L'élection, la démocratie, ce n'est pas le respect du calendrier électoral simplement. C'est le contenu. Moi, je suis d'accord avec lui. Si vous ne vous entendez pas sur le nombre de gens qui votent, comment ils votent, que sont-ils? Mais c'est des sources de petits conflits inutiles. Bon, vous avez été, ça ne dépend pas de nous, c'est ce qu'on appelle, en sciences politiques ou en philosophie politique, des problèmes globaux. La maladie est une question globale de l'humanité. Donc, nous avons eu à avoir au moins 5 mois. Donc, les gens n'ont pas pu même faire le recensement. Ne soyez pas pressés, c'est notre pays. C'est à nous tous. C'est nous qui faisons les lois. Ce n'est pas un étranger qui vient faire les lois. On doit s'entendre. Bon, 2021, c'est en mars. D'abord, en mars, quelquefois, il y a des pluies. Mais il faut faire ça même pendant la saison sèche. Pourquoi vous êtes pressés? Ça change quoi? Tout ça, c'est les sources des conflits. Il faut que les gens s'asseyent. À tout moment, dès que c'est pas réglé, les vieux demain peuvent venir. Mais la sagesse recommande en pareille circonstance de faire de telle sorte que hier on avait fait ceci, voilà le résultat. Est-ce qu'on doit le faire après 60 ans? Moi, je suggère qu'on doit parler des élections, mais il faut aussi tenir compte de l'environnement, de l'humanité, des problèmes qu'il a eu, et surtout, il faut pas qu'on soit aussi sourd par rapport à ce que disent les autres. S'ils parlent des fichiers, mais ils doivent avoir un argumentaire. Mais les Congolais peuvent se parler, non? C'est 50 personnes, vous êtes dans la salle, donne l'argument, je donne l'argument. On a fait ça en 92. On a fait une commission avec tout le monde. Vous prenez des décisions, le président ne sera pas contre si la majorité se dégage pour ceci ou cela. Moi, je crois, hein, parce que pour parler de l'âge, ce n'est pas l'âge où on doit encore courir parce qu'on n'a pas fait l'élection bien, les gens se battent pour rien. Oui, je suis d'accord avec le professeur sur ce point. Ça veut dire que déjà, on ne respecte pas nos lois. La Constitution déjà n'est pas respectée par ceux qui devraient être censés la respecter. Donc pourquoi pour l'élection courir? On sait que pour le moment, les conditions ne seront pas réunies. Même si on fait une élection, quand ils veulent le dialogue, on peut pas, ils savent que ceux qui ne veulent pas d'un dialogue, que les amis entre eux qui font la politique, ils réclament à cœur et âme pour dire, il faut qu'on se retrouve, on leur dit, il n'y a pas de problème, pourquoi se retrouver? Mais pendant ce temps, ils avancent. Ils forcent le passage. Et ça, c'est ce que je dis, les frustrés. Nous sommes entre nous, citoyens. Moi, je pense bien même que si on négocie bien, parfois même le peuple peut dire au président, bon, écoutez, on a des difficultés financières, restez là, ainsi de suite. Tout dépend. Bon, bien que moi, si vous demandez mon avis, je lui dirais, le grand, tu as fait ton temps, repose-toi, laisse les autres prendre le relais parce qu'on ne peut pas être président à vie. Il a fait son temps. Donc, si on me demandait mon avis, je lui dirais, président, retire-toi, parce que quand tu as commencé, j'étais enfant. Là, je suis vieux, même plus jeune, mais vieux. Mais les choses, tu as tout fait. Les gens font tout pour faire capoter pour que toi, tu sois toujours mal vu. Retire-toi, on va voir comment ils vont faire. Pourquoi insister? Les gens s'accrochent derrière toi pour continuer à piller le pays, gaspiller. Toi, tu prends ce fardeau sur toi. Tu as des enfants, tu as tes neveux qui demain voudraient aussi être bien vus dans le pays, mais à cause de ceux qui sont autour de toi, tu exposes toute la famille. Retire-toi. L'opportunité, là, il a la grande porte pour qu'en 2021, le président quitte. Tranquillement, il dit, écoutez, j'organise les élections tranquillement, j'ai fait mon temps, je me repose. Ça, c'est mon avis. En fait, ce n'est pas discutable. L'autre élément, pour ne pas terminer sur les projections, il y a un élément que vous n'avez pas abordé sur le discours, c'est le travail comme nous sommes à la fin. Je voudrais seulement dire que, d'accord, excusez-moi, comme vous avez dit, c'était la fin. Donc, pour moi, il faudrait qu'on fasse un effort pour qu'on puisse mettre en place un consensus national autour des échéances électorales. Ça veut dire que un dialogue, d'abord, libérer les autres qui sont en prison. Ça frustre. On a fait l'élection. Ils ont perdu. C'est vrai, ils ont refusé. Bon, moi, je leur dis que je ne suis pas d'accord avec leur avis parce qu'on a vu aux États-Unis, chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand on t'a trompé sur le terrain du jeu, c'est que tu as été bête. Ils ont été bêtes, l'autre les a trompés, il est prêt. Donc, pour l'intérêt du pays, même s'ils ont refusé de reconnaître cette élection, ils devraient au moins accepter, parce qu'on a vu aux États-Unis, Igor accepter, Al Gore, je crois, accepter la défaite devant Bush. Donc, ça, c'est des choses qui existent pour l'intérêt de la nation. Une fois que cela fait, il faut maintenant les libérer. Vous les gardez en prison, il y a des frustrations, et vous allez aller à une élection pendant qu'ils sont en prison. Ne créons pas de problèmes pour rien. Le président a fait tellement d'efforts dans sa vie, bien que, beaucoup de choses sont négatives, c'est ça l'œuvre humaine, mais qu'il laisse le pays en paix un jour, en partant, son œuvre ne soit pas détruite parce que il y aurait eu des frustrations, les gens qui vont profiter de tout ça, de ces incompréhensions.
pour foutre le désordre. Donc, pour moi, sur les élections, il faut qu'ils s'asseyent avec les autres autour d'un consensus, comme a dit le professeur, pour que demain, on soit sûr que l'avenir soit meilleur et calme, comme on dit. Rien également sur le social des Congolais, et nous avons pris comme exemple le versement des pensions de retraite. Ils sont nombreux à se plaindre. Ils disent qu'ils ont faim, ils ne touchent pas leur pension, et le président, dans son discours, n'a pas fait état de cette question. Est-ce que c'est normal, selon vous? Je commence par vous. Bon, en fait, ça, c'est... Je crois bien qu'un jour, même ces dirigeants seront traînés devant les justices pour crimes contre l'humanité. Ils ont cotisé. Toute leur vie, ces gens ont cotisé et s'étaient retirés de leur salaire pour être, en principe, épargnés. On ne peut pas expliquer aujourd'hui que les gens qui ont travaillé 30 ans, 40 ans pour certains, 50 pour d'autres, puissent être, voilà, dans l'espace de 60, soient incapables. Ils meurent comme des mouches chaque jour à cause du stress. Même le fait de beaucoup n'ont même pas pu toucher parce que dès qu'il arrive à la retraite, il a ce stress qui l'attend. Il court même pour monter juste un simple dossier. Nous sommes dans quelle administration? Nous sommes dans une foutaise. Quand je le dis, les gens disent tu accuses trop. Mais j'accuse trop parce que c'est la réalité. Malheureusement, les gens font semblant de ne pas le dire, mais ils chuchotent. La réalité, c'est qu'on ne peut pas abandonner. Tous ceux qui sont... C'est même la raison qui fait que les gens ne veulent pas quitter quand il est ministre. Il fait tout pour être parce qu'il sait qu'après, ça sera le déboire. Dès qu'ils vont quitter les fonctions là, ils vont souffrir. Et ils sont conscients de ça parce que si ceux qui vont venir se comporter comme eux, ça veut dire qu'ils leur sortent. Je connais des gens qui sont retraités depuis 15 ans. Ils n'ont jamais touché un seul de leur pension. C'est inhumain. Qu'est-ce qui empêche à l'époque, quand quelqu'un sortait à la retraite, il n'avait même pas besoin d'amener les dossiers, courir derrière des déplaçations pour chercher tel papier. On n'arrive pas à régler cette situation. Je crois bien qu'il faut la régler. Parce que, qu'on le veut ou non, le pays a eu de l'argent. Le pays a eu de l'argent. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, que de 2002 à 2018, nous avons eu 33 400 milliards de francs CFA. On a dépensé 27 000 milliards. Il devrait rester 5 000 milliards et quelques dans la caisse. Ça, c'est officiel, dit par le gouvernement. Mais cet argent est où pour que le pays se mette à souffrir comme ça? Cet argent est où? Et s'il y avait cet argent, tous les déficits budgétaires qu'il y a, les difficultés qu'il y a, on n'allait pas courir. Mais pendant qu'on ne règle pas cette question, mais on laisse les gens souffrir, malheureux. Mais je pense qu'il est temps, le président de la République, qui est le chef de l'État, vraiment prendre ses responsabilités pour que désormais la question des retraités soit réglée. Pour ça? Non, moi, je n'ai rien à ajouter. Les faits sont là. Je pense qu'il y a un problème de déficit dans l'organisation, certainement de cette question. Et c'est une question très grave parce que on peut se poser des questions. Ou bien c'est la solidarité communautaire qui agit pour que les gens vivent. Je pense que ce n'est pas un oubli, mais la sagesse aussi, il ne s'agit pas de prendre la parole sur une question sans apporter des solutions. Et sur cette question, j'insiste qu'il faut mutualiser les intelligences, les forces pour chercher une solution à ce problème. Les solutions peuvent exister, mais comme il me le rappelle tout le temps, à un certain niveau de responsabilité, vaut mieux ne pas donner une position à la télé. Faut peut-être, il y a des mécanismes pour donner son avis. Je ne dis pas que j'ai des réponses pour cette question, puisqu'on devra aborder le travail tout à l'heure, mais c'est une question importante. Il doit y avoir un consensus autour de cette question. D'abord, moderniser le travail. Je connais le directeur actuel de la caisse, mais des retraites de fonctionnaires. Même la maison, là où il est logé pour travailler, dès que vous voyez la maison, vous voyez la souffrance. Les retraités devraient avoir un palais. Un palais, c'est-à-dire que un hôtel des retraites. Même le bâtiment imposerait et donnerait même les idées pour trouver les solutions. L'argent, les économistes disent l'argent existe. Il faut savoir chercher où est cet argent pour le distribuer. Mais déjà, la maison là où est logé le directeur, là, les retraités vont. Mais déjà, tu sens la souffrance. Et puis, c'est des gens fragiles, puisque nous envoient les premiers par le problème du pays parce que on est retraités.
Mais je suis content qu'il soit solidaire de cette question, à moins qu'il ne fasse le populisme pour dire que il est solidaire de tout le monde. Non, c'est une question importante. Il n'a pas oublié, je pense, hein, c'est une analyse, mais c'est une question qui demande qu'il y ait une entente nationale, chercher des solutions, comment résoudre cette question. C'est très, très grave. 22 mois sans pension. Bon, maintenant, on peut aussi reposer. Au moment où il y avait l'embellie économique, les pensions étaient régulières. C'est ça, non? C'est une analyse comparative. À un moment où il y avait une embellie économique, c'était régulier. Maintenant, comme il y a des problèmes économiques, comment résoudre ce problème? Ça, on ne peut pas, on est tous Congolais, on ne peut pas dire à une catégorie de chercher les solutions. Et quand en France, puisque lui nous a fait l'amitié de se référer à la France, quelquefois le gouvernement dit commission Rocard pour étudier ce problème. Parce que quand vous êtes au gouvernement, la petite expérience qu'on a, bon, c'est vrai que vous réfléchissez au jour le jour, les conscients ont leurs problèmes, mais il faut prendre des gens indépendants pour régler une question. L'enseignement a des problèmes. Prenez des gens sur l'État qui peut résoudre, étudier cette question, vous les envoyez à Gambouma. Ils s'asseyent là-bas. 15 jours après, le rapport, par exemple, Nyanzukuta, sur la question des retraites, l'enseignement, il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous pensez au Foucault? Allez-y à Dolizy. Revenez après un mois. On réunit les gens. Parce que le gouvernement, ce n'est pas une commission technique absolue. Il faut créer à chaque problème les commissions. Quand il y avait des problèmes à Nouméa, on a dit, à Rocard, comment trouver commission? Il a trouvé des solutions. Nous allons aborder le travail en 4 minutes. Oui. 1 minute 30 à chacun de vous. Est-ce que le travail est au rendez-vous? Oui, le travail est au rendez-vous, mais on commet une erreur énorme. C'est pas le travail qui manque, le travail est une invention. Et on indexe au travail l'emploi. Si vous décidez que les caniveaux de Brazzaville soient couverts, c'est le seul pays au monde où les caniveaux sont ouverts. Est-ce que vous connaissez combien d'enfants meurent dans les caniveaux quand il y a des pluies? Mais on a l'impression, j'ai un frère qui disait, on dirait que nos ingénieurs, quand ils ont fait des études en Italie ou en Union soviétique ou en France, ils ont bien appris les ponts, mais pas les chaussées. Mais comment on peut, en pleine ville, les caniveaux sont ouverts, quand il y a des pluies, il y a des personnes âgées, fragiles, puisqu'ils m'envoient vers là. Et on a de mal à traverser d'un côté à l'autre. Mais comment on peut faire ça? Le travail existe, c'est une invention. Le travail, on peut pas dire, je cherche le travail. Le travail, il suffit de l'inventer. Ce qui est au Congo par rapport à notre environnement, c'est pas forcément ce qu'il peut y avoir au Rwanda. Nous, on peut dire que dans notre ville, nous allons paver toutes les routes. Mais il y aura des emplois, puisqu'on a inventé que nous ne voulons plus de la saleté. Vous voyez même Madjoukou. Comment on a fait Madjoukou, là? On a mis le ciment en bas. Donc, l'eau ne va même pas être pour la nappe. Mais ça, c'est enfin, je suis néophyte, hein. Mais il vaut mieux poser peut-être des mauvaises questions pour avoir de bonnes réponses. Mais il faut inventer le travail. Vous avez raison pour non, le travail existe. Oui, Monsieur le directeur, en 1 minute 30. La question de l'emploi, puisque le professeur nous y emmène. C'est vrai. Et c'est une question importante. Lorsque nous oublions cet entretien, cette discussion, je disais que dans notre devise, le mot qui posait le moins problème dans sa perception sémantique, c'est unité. Parce que là, tout le monde est d'accord. Nous sommes unis ou nous ne le sommes pas. Ça fait un constat unanime. Et maintenant, pour ce qui est du reste, travail et progrès, alors là, vraiment, chacun peut y aller de ses propres théories et conclure d'une manière ou d'une autre que ça ne marche pas. Oui, le travail est là, donc ça veut dire que ça n'est pas l'emploi, ça n'est pas seulement l'emploi. Mais lorsque nous avons la perception en nous que pour être, vous savez, je me rappelle un petit sketch de quelqu'un qui disait, mais qu'est-ce que fait votre papa? Il dit, non, papa ne travaille pas. Il dit, ah, mais comment est-ce que vous mangez? Il dit, oh, mais lui, il cultive seulement du tabac. Il dit, oh, mais comment? C'est pas du travail, ça, pour toi? Donc, je veux dire, dans le Congolais, le travail, c'est l'emploi salarié, rémunéré à la fin du mois, et donc, il en sort avec une sacoche, une voiture, cravate, et c'est ça le travail. Mais même dans ça,
même dans ça, je viens de me faire dire qu'il y a eu un concours, je crois, pour les forces armées il n'y a pas tellement longtemps. Donc, pour, je sais pas, 50 ou 60 places, 1000 jeunes se sont présentés. Vous voyez, c'est pas seulement le fait de chercher à se caser, c'est aussi le fait que nous avons dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, trop de désœuvrés, des gens auxquels l'État, auxquels les structures gouvernementales, la programmation de notre pays n'a pas offert suffisamment d'espérance pour, et alors, nous avons des résultats en cascade. Il faut créer. Clovis Hassane Bozir, en une minute. Moi, je pense que, en fait, les gouvernants ont totalement abandonné la jeunesse sur la question de l'emploi. Ils sont incapables d'innover. Comme le professeur a dit, le travail, il y en a. Il faut décentraliser, laisser aux régions la possibilité d'initier des projets de développement qui vont permettre qu'on aboutisse à la création d'emplois. Or, on centralise, c'est-à-dire que chaque ministère concentre tout ce qui arrive entre ses mains et quand vous regardez les dépenses réalisées, ils ne sont pas compatibles avec les besoins. Depuis la formation n'est plus compatible avec le professionnel. Donc, les gens sont formés en histoire géo, beaucoup en philosophie, ce qui n'est pas mauvais, beaucoup en histoire géo. Mais ça, c'est quand la fonction publique devrait le recruter avant. Aujourd'hui, il faut professionnaliser. Il faut aller dans une formation professionnelle. L'État doit accompagner en mettant en place un fonds d'appui à l'insertion socio-professionnelle. Ce fonds doit permettre aux banques de s'appuyer sur ça pour donner des crédits à ceux qui innovent. Or, l'innovation est abandonnée. Tous les jeunes sont orientés à suivre ceux qui font la politique pour avoir le bout de pain. Aller à l'intérieur du pays, les gens sont assis, ils jouent à leur carte. Aller à la fonction publique, les gens viennent avec les papiers de Cogelo. Il y a chaque situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Il faut donc très vite revoir les heures de travail pour permettre, qu'au niveau de la fonction publique, qu'il y ait 2 temps. Un groupe qui travaille le matin et l'autre qui suit l'après-midi pour que on puisse faire avancer tous les dossiers qui tiennent. Quand l'administration n'apporte pas de services de qualité aux citoyens, la conséquence, c'est ce qu'on vit. Donc, il faut à tout prix que la question de l'emploi soit vue de façon urgente. Mais ce n'est pas l'État qui doit le faire, c'est le secteur privé qu'il faut appuyer pour que le secteur privé soit capable de recruter. Vous n'arrivez pas à les payer. Vous n'arrivez pas à payer leurs créances. Nous comprenons votre idée, mais malheureusement, il ne reste plus assez de temps. Analyse du message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Congo. Tel a été le thème de ce plateau spécial. Était avec moi le directeur de publication du journal La Semaine africaine, M. Albert Mianjoukouta. Merci beaucoup, monsieur le directeur. En face de vous, le professeur Grégoire Lefoba, qu'on ne présente plus, ancien ministre. Merci, professeur. Et de l'autre côté, M. Clovis Hassane Bozir, de la société civile. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de Christian Zedang-Lenongo et de Desmond pour la suite des programmes sur Vox TV. Au revoir.